dernière question, c'est tout bête. Quand est-ce que vous l'avez connue et quelle impression première elle vous avait faite? Personnellement, je l'ai connue en allant à Aubervilliers, voir M. Fugue dans la mise en scène de Roland Monod. Et j'ai été absolument submergé. Et j'ai découvert à la fois une situation, bien sûr, mais un auteur. Enfin, je sais qu'elle n'aime pas qu'on dise une auteure, alors donc je dis bien un auteur. Voilà. C'est comme ça, et j'ai demandé à la rencontrer tout de suite au théâtre, et c'est comme ça qu'on s'est connus donc à l'issue d'une représentation à Aubervilliers, puisque Monod avait monté le spectacle à Saint-Étienne, chez Jean d'Asté, et puis, devant la qualité du spectacle, il a pu le présenter chez Gabriel Garand à Aubervilliers. Voilà. En 67, 68? Oui, à peu près, oui. Donc, à partir de ce jour-là, nous nous sommes rencontrés. Et quelque temps après, dans mon émission qui s'appelait Le nouveau répertoire dramatique de France Culture, donc c'était à France Culture, j'ai décidé de programmer Monsieur Fugue ou le Val de Terre, puisque je voulais qu'il y ait une trace en quelque sorte. Pour la radio? Pour la radio. Et par la radio à la fois aussi. Et donc, je me souviens des enregistrements, c'est-à-dire de temps en temps, l'enregistrement s'arrêtait parce que les techniciens pleuraient. Ils ne pouvaient pas aller plus loin, ils s'arrêtaient. Voilà, ça se respectait mutuellement entre les comédiens et les techniciens. Enfin, au bout du compte, la dramatique a eu lieu et elle est passée donc sur France Culture en 70. Mais il y a beaucoup de pièces. J'ai pris le papier exprès. Voilà, par exemple, il y a donc Monsieur Fugue en 70, mais en réalité, avant Monsieur Fugue, j'avais fait une autre pièce qui s'appelle Les Portes. Déjà en 67? 69. C'est vrai? J'ai démarré le nouveau répertoire dramatique. Elle n'était pas publiée? Non. Et c'est simple. J'ai démarré en mars, le 15 mars 69, cette émission, où on présentait des pièces de théâtre et non pas des pièces de radio. Et le 19 avril 69, donc j'ai fait diffuser Les Portes. Et comment ça a été reçu? Très bien. Bon, il est arrivé, parce que je pense évidemment Micheline va raconter quelque chose, peut-être, mais je te laisse la raconter, comme l'histoire de reçu, là. Non, mais je me demande si à cette époque-là, le nouveau répertoire dramatique n'était pas... parce qu'il existait le répertoire dramatique sur France Culture, qui était une émission classique avec Giraudoux, Gide, des grands auteurs. Et Lucien avait été sollicité pour la moderniser. On lui avait demandé s'il était exact qu'il connaissait de nouveaux auteurs et s'il pouvait un peu rajeunir l'émission. Et je trouve extraordinaire qu'à peine commencé, il y ait eu une pièce de Liliane qui n'était pas encore archi connue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me demande, Lucien, si ça n'était pas le choix d'un des auteurs, car au début, tu avais un système qui consistait à demander à un auteur de choisir des pièces d'un autre auteur. Oui, je ne sais pas. J'ai mélangé. Je ne sais plus. En tout cas, je trouve ça extraordinaire. Moi, à l'époque, je n'ai pas connu tellement Liliane parce que à cette époque-là, je n'étais pas dans le théâtre. Je travaillais pour l'ambassade des États-Unis dans les services culturels. J'accompagnais Lucien au théâtre, mais ma vie n'était pas encore faite du théâtre, si bien qu'en réalité, je me rappelle de Liliane, nous y viendrons certainement, aussi beaucoup comme personne, comme être humain. Et en effet, je me souviens qu'il y avait eu quand même des remous assez incendiaires à propos d'une des pièces de Liliane, des courriers d'auditeurs, si je ne me trompe, ou de lecteurs, parce qu'à France Culture, il y avait un bureau de lecture par lequel les pièces devaient théoriquement transiter. Et je sais que Liliane s'était fait un peu assassiner par un lecteur, mais je laisse à Lucien le soin de... Oui, je ne nommerai pas la pièce, mais à l'époque, je devais donner au comité de lecture les manuscrits et donner un avis, et après cet avis, avec la direction, on était censé prendre une décision.
Et donc une des pièces a été refusée par le comité de lecture, et j'ai trouvé ça étonnant, donc j'ai demandé à voir les rapports de lecture. Et on les a passés confidentiellement, et il était écrit en gros, cette dame ne devrait pas écrire pour le théâtre. Elle devrait faire des ménages. Mieux, elle devrait aller se faire pendre. C'est pas vrai. Mieux encore. Et donc, Et ça, c'est quand? c'est dans les années Dans ces années-là. 70, 60. Après les portes et après... Ouais. Alors à partir de... Parce que... alors j'ai vu ça, donc j'ai mené une bagarre, puisque... Et c'était qui? On ne sait pas. On ne dit pas. On me l'a donné, on l'a bien voulu me donner, mais sous réserve que je ne dénonce pas. Voilà. Mais le camarade, si j'ose dire, a été de fait indirectement dénoncé, et il a été mis à la porte du comité de lecture. Donc il y avait une justice. Ah bon? Voilà. Je ne connaissais pas ça. Voilà. Mais c'est quand même un signal fort sur la difficulté qu'avaient alors les auteurs dramatiques d'expression française de se faire connaître en France. Car maintenant tout ça semble très très évident, mais à l'époque, en dehors de l'émission de Lucien, qui d'ailleurs était toute nouvelle et qu'on lui demandait d'actualiser un peu le répertoire, il n'y avait rien. Et les auteurs envoyaient leurs manuscrits un peu dans le désert, et il ne se passait pas grand-chose, ni dans les théâtres, ni même à la radio, autour de leurs textes. Et rappelons que cette émission, outre l'écoute et le nombre d'auditeurs, offrait aussi à l'auteur une prime. Enfin, en termes financiers, ça permettait de sauver les auteurs d'un dénuement assez grand généralement, puisqu'il y avait une prime dite d'inédit, je crois, plus tant de la minute pour la diffusion. Et je dois dire que ça faisait un joli paquet pour les auteurs qui, pendant longtemps, certains d'entre eux ont pu, j'ose dire, survivre un Donc peu qui grâce étaient à les cette auteurs émission. dans cette période-là? Ah ben, il y avait Jean-Claude Grimbert qui jurait que par Liliane Atlan, par exemple, mais il y avait Victor Haïm, enfin il y avait toute une génération. René Henny. Voilà, à tel point qu'un directeur de théâtre m'a dit un jour, dis Lucien, tu ne nourris pas le projet de constituer un nouveau répertoire juif? Là, je dis non, c'est pas vrai, parce que j'ai pu faire Kateb Yassine, par exemple. Et Kateb Yassine, il aimait beaucoup Liliane Atlan. Je me rappelle à un moment donné, oui, je voudrais revenir sur ce qu'a dit d'abord Micheline, en ce sens que l'émission, le nouveau répertoire dramatique, ce n'était pas donc des pièces, j'insiste là-dessus, radiophoniques. C'était des pièces qui pouvaient passer à la radio, mais ce qu'on souhaitait, c'est que ça donne envie à des metteurs en scène de le faire au théâtre. Et donc, effectivement, la prime d'inédit doublait, en quelque sorte, les droits d'auteur. Et pour donner une idée, je me souviens d'une épouse d'un auteur qui m'a écrit un jour en me disant « Merci beaucoup, grâce à cette prime d'inédit, je peux enfin m'acheter une machine à laver la vaisselle. » Et en ce qui concerne Liliane, elle avait des rapports, comme toujours, affectifs et violents, mais en même temps, oui, avec la radio. Mais les réalisateurs aimaient bien travailler avec elle, comme Jean-Pierre Collat, qui avait une certaine admiration. Et surtout, dans les dernières années, il y avait Christine Bernard-Sugy. Il y avait une réelle complicité entre les deux. Mais elle était parfois, avec les uns et les autres, excessive, parce que je me souviens qu'en 1989, c'était donc le 50e anniversaire de la déclaration de la guerre. Et le directeur de France Culture avait pour habitude de se trouver dans les couloirs devant son bureau ouvert. Il n'aimait pas rester dans son bureau enfermé. Et je passe, et il me dit « Ah, Lucien, il faut absolument que je vous voie. » Et voilà, j'ai un pépin. Au Festival de Montpellier, le programme que j'avais pour le théâtre a sauté. Il faut que vous me dépanniez, que vous me trouvez quelque chose qui pourrait remplacer. Alors j'ai dit,
c'est quand? Il dit dans moins de 2 mois. Je dis c'est difficile. Il dit en plus, il faut que ça ait lieu et ça ait un rapport avec la guerre, la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, je dis, moi je viens de lire une pièce extraordinaire, je ne sais pas s'il arrivera un jour à être monté au théâtre, mais je suis là, si vous êtes d'accord, je suis d'accord. Il m'a dit comment s'appelle la pièce. Je dis l'opéra aux Thérésines. Il me dit de qui? J'ai dit de Liliane Atlan. J'ai dit je vous dis tout de suite, si vous dites oui, il faut que ça se passe à 22h, en direct et en public, mais je ne sais pas à quelle heure ça se termine. Il a dit oui. Et après, on a eu un problème, parce qu'on s'est trouvé avec une distribution quand même importante. Il y avait des musiciens, il y avait des comédiens, des chanteurs, je crois qu'on devait être entre 20 et 25 personnes. Donc c'était très lourd, très cher. Et avec Christine Bernard-Sugy, on s'est mis d'accord pour faire ce qu'on appelle une distribution catégorielle, parce qu'à l'époque, on est en A, en B, enfin selon on était payé en fonction de la catégorie, on était payé en fonction de la catégorie à laquelle on était rattaché, voilà. Et nous avons donc décidé de dire qu'en moyenne, ça sera un type de comédien de ce genre, donc un type de cachet de ce genre qu'on a multiplié par le nombre de services. Et l'administratrice m'a dit, vous ne pourrez pas amener à bien votre projet, parce que vous allez avoir sur le dos tous les syndicats. J'ai dit, sinon on ne peut pas le faire de toute façon. Et là-dessus, son adjointe m'a téléphoné, elle m'a dit, Monsieur Atoun, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas, mais en 3/4 d'heure, j'ai arrêté toute la distribution. Donc c'était possible, c'est-à-dire d'autres gens ont partagé ce rêve de faire des choses ensemble autour de ce projet auquel ils tenaient énormément. Voilà. Et ça a été une soirée extraordinaire. Alors c'était tellement extraordinaire que lorsqu'on est allé voir le boulanger du coin pour lui dire, voilà, est-ce que le matin vous pouvez nous préparer des croissants, du pain chaud, enfin, mais il dit c'est pourquoi, alors on lui explique. Il était ému et heureux et il a dit, écoutez, moi je vous fournirai les boissons chaudes. Ce qui fait que à l'aube, quand le spectacle s'était terminé, je dis spectacle entre guillemets bien sûr, et ben c'est le boulanger qui a fourni de sa poche les boissons chaudes, voilà. Et il s'est passé des choses magnifiques. En même temps, ça ne s'est pas su, sauf en interne, ça a failli ne pas être fait. C'est-à-dire que quelques jours avant la dernière répétition, il y a Christine Bernard-Sugy qui m'appelle et qui me dit, Lucien, il faut venir tout de suite parce que c'est fini, on ne peut pas aller à Montpellier. Ben, je dis, comment on ne peut pas aller à Montpellier? Ah ben, Liliane Atlan et le musicien se sont fâchés. J'ai dit, bon, alors j'arrive. Et le musicien dit, vous comprenez, moi je suis ashkénaze, elle est séfarade, et moi je sais ce que c'est que la musique, et là c'est plutôt... alors ils se sont butés tous les deux sur la musique séfarade et la musique donc ashkénaze. Et on était prêt à tout annuler, je sais pas, j'ai eu une lubie j'ai dit aux musiciens, ou une illumination, comme on voudra, j'ai dit aux musiciens que je ne connaissais pas. J'ai dit, à vous voir, j'ai l'impression que vous êtes un galant homme. Il m'a dit, oui, absolument. J'ai dit donc, que vous ayez raison ou tort, en tant que galant homme, vous devez céder à la demoiselle qui est en face de vous. Et il m'a dit, bien sûr. Et c'est comme ça que... Bon, elle a dit, il y a un miracle, il y a un miracle. Mais elle était parfois maladroite, il faut dire. Oui, tu es un grand musicien. Tu avais, si je me souviens bien, sollicité pour cette dramatique où il y avait quand même des acteurs formidables. Il n'y avait pas n'importe qui, il y avait une très belle brochette d'acteurs, très nombreux. Et tu avais contacté un musicien de musique contemporaine qui n'était pas n'importe qui. Non, Marc-Olivier Dupin, qui est ensuite devenu directeur du conservatoire de musique, qui est devenu directeur de France Musique. Donc à l'époque, il était tout jeune, voilà. Mais très galant. Voilà, très galant.
Oui. Vous la rencontrez Oui. en 69 et qu'est-ce que, à part la pièce qui vous avait impressionné, Oui. quelle impression d'elle? Ben, elle avait quelque chose d'un peu exalté. Voilà. Et il fallait, elle aimait ce qu'elle avait à l'intérieur, il fallait que ça sorte. Ça, c'est clair et net. Et à telle enseigne que, par exemple, j'étais à Montpellier là, avec elle, et je me souviens que quelques jours après, l'enregistrement de l'opéra pour Thérésine, on s'est trouvé, quelques jours avant, je me souviens quelques jours avant, on s'est trouvé à la radio, au micro de France Culture, avec Armand Gatti, Jean-Claude Grabert et Liliane Atlan, et moi animant une table ronde entre les trois. J'ai autant vous dire qu'on ne pourrait pas appeler une table ronde cette table ronde, parce qu'il y a Gatti qui nous a expliqué que lui, il est allé il a été déporté, et grâce à un rabbin, il a été sauvé, et il était heureux de cette rencontre qu'il a faite au camp. Alors Liliane en a déduit qu'il était heureux d'avoir été déporté. Alors, elle dit, et moi aussi j'aurais voulu être déporté comme ma famille, et comme ça j'aurais connu des gens, Alors là, Grimbert s'est énervé, parce que son père a été déporté à Grimbert, et il a dit, vous êtes tous les deux des nazis. En public. Elle est là, bon, voilà. Et après, elle s'est rendu compte qu'elle était allée un peu trop loin. Donc, mais elle était authentiquement, je crois qu'elle était obsessionnelle. Quand elle avait une idée, il fallait qu'elle amène jusqu'au bout, et elle mettait les moyens artistiques pour que ça devienne de l'art, si j'ose dire. Et je me souviens, mais c'est plus tard, après Thérésine, je me souviens que un jour, la télévision française m'a fait demander, par l'intermédiaire d'un autre exalté, qui est un condisciple de l'école Benveniste, qui s'appelait Jean Schmitt, et Jean me dit, voilà, il faut qu'on fasse tous les deux un magazine de théâtre moderne. Et j'ai dit, mais moi, la télévision, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, non, non, je t'assure que ça ira tout de suite. Bon, je lui dis, je vais réfléchir. Il me dit, bon, alors je monte. En fait, il m'a appelé de la cabine téléphonique, et il monte et il m'explique. Alors, comme je savais que ça n'avait aucune chance de passer, j'ai rêvé, et j'ai dit, voilà, on va demander à des auteurs, notamment, donc, d'aller dans un pays qui les a marqués ou qui les marque, et de nous ramener un reportage sous forme dramatique. Pour être clair, je dirais, en ce moment, il y a des événements à Belfast, on pourrait dire à Beckett d'aller faire un reportage. Et donc, on a commencé à faire des commandes, et j'ai réuni un jour Kateb Yassine et Liliane Atlan. Et je leur ai proposé d'aller l'un en Israël et l'autre en Palestine, et de ramener leur reportage. C'était quand ça? Oh, c'était... C'était en 60... C'est pas le procès de Deichmann? Non, c'était parce que ça allait donner une pièce, voilà, donc le titre, je ne veux pas me tromper avec un camarade, par exemple. Voilà, oui, ça a donné, c'est dans les années 74. C'est les musiciens et les immigrants. Ouais. C'est-à-dire que Liliane, sans avoir besoin d'aller en Israël, elle était tellement marquée par le massacre d'RSI, avec l'Irgun, dirigé à l'époque par le futur Premier ministre, Begin, et Kateb, lui, nous a réunis chez Liliane, et il nous a dit, voilà, je vais vous raconter comment va commencer ma pièce. Et c'était assez étonnant parce qu'il dit, la pièce commence, il y a une terre un peu sale, un peu bronzée, si j'ose dire, et il y a un monsieur qui est assis là. Et tout d'un coup arrive un autre monsieur, un peu moins basané que celui qui est assis, et ils se regardent, ils disent rien, et celui qui est assis dit « Salam ». Et celui qui arrive dit « Shalom ». Bon, Liliane a trouvé ça extraordinaire, et moi aussi, évidemment, c'est une façon
extraordinaire de résumer une situation. Voilà. Donc, on a des souvenirs comme ça avec Liliane, mais j'ai pu présenter des... À un moment, elle a tourné vers le poétique. Voilà. Et elle a fait, par exemple, dans les derniers, la mer rouge, enfin des choses. Bon. Elle s'est détachée, mais elle n'a jamais, évidemment, oublié le cordon ombilical, si j'ose dire. Vous n'aimez pas les mers rouges? Si, mais théâtralement, c'était plus difficile à mettre en scène ensuite. À la radio. À la radio, c'était plus du théâtre radiophonique que du théâtre. Voilà. Et puis, on a fait une expérience. Il y a eu une expérience à Avignon avec Roland Monod, où il y a Michel Hermont qui avait monté aussi à Avignon une pièce. Et surtout, quand on a... La petite voiture. Oui, la petite voiture, c'est ça. La petite voiture de flammes et de bois. Voilà. Moi, je ne me rappelle pas exactement de la première fois, mais ce dont je me souviens, c'est en effet de ce que Lucien a appelé de l'exaltation, et que moi j'appellerais une sorte de volonté farouche, de détermination. Enfin, les obstacles, ça n'existait pas. Il fallait que ce qu'elle avait en tête se réalise. Ça, c'était rien ne pouvait s'opposer. D'abord, le raisonnement n'avait pas pris sur elle du tout. Et parce qu'elle avait cette espèce d'obstination dans son rêve, enfin dans ce qu'elle voulait accomplir. C'est pas de la conviction parce que ça reposait pas sur du rationnel. Ça reposait sur une foi, je dirais. Je me souviens d'être allé un jour chez Liliane et je pense Henri, quand ils habitaient une tour du côté de la place d'Italie. Et je ne saurais rien voir de plus contradictoire que cette personne d'un autre âge, complètement fantasque, complètement dans un monde imaginaire et qui habitait au XXe siècle dans une tour. C'était Shabbat, je crois, et alors il ne fallait pas prendre l'ascenseur parce que c'était Shabbat, il fallait monter à pied. Et elle-même, n'avait-il pas une combinaison? Enfin voilà, c'est ça. Alors comment peut-on habiter le 13e étage quand on est pratiquant, 23e étage quand on est pratiquant? Eh bien je suppose qu'elle montait les 23 étages ou qu'elle ne descendait pas à Shabbat, je ne sais pas. Mais en quelque sorte, les contingences, le raisonnement, enfin, tout ce qui régit normalement la vie des gens, d'une certaine manière, elle était complètement à côté. Et ça lui a pas fait du mal? Point de vue carrière ou... Certainement, oui. Je ne sais pas si Liliane s'est jamais le moins du monde posé la question de la carrière, elle s'est plutôt posé la question de l'affection, de l'adhésion. Ce qu'elle aurait voulu, c'est qu'on aime son théâtre. Je ne crois pas que pour elle, c'était une question de réussite sociale, je ne crois pas qu'elle savait même de quoi on parle là, mais c'était une question d'amour. Je me souviens aussi de ses coups de fil, où elle pouvait partir dans un torrent de paroles, et pour aller l'arrêter, c'était difficile. Mais cette passion-là était quand même suffisamment rare, je ne me rappelle pas, peut-être Gatti, dans un tout autre domaine, mais Gatti n'était pas aussi déraisonnable. Mais Gatti pouvait aussi parler et perdre la notion du temps. Ça, c'est peut-être une chose qu'ils avaient en commun avec Liliane. Sauf qu'elle, elle avait quelque chose de différent. Ben bon, c'était une femme. Et puis, elle avait une espèce, oui, d'exaltation, et un beau sourire, enfin, quelque chose qui l'illuminait complètement. Et elle avait, si je me souviens bien, je l'ai très peu connue, mais elle avait un mari beaucoup plus calme et plus raisonneur. Vous avez dit qu'elle était une femme, vous croyez que ça a eu une influence? Vous pouvez voir les signes? C'est pertinent de tout? Moi, personnellement, je pense que c'est toujours pertinent d'être une femme, que la sensibilité des femmes est très différente, mais c'est une impression qui m'est toute personnelle, oui. Oui, je pense qu'elle avait une sorte d'intuition, quelque chose de très féminin, oui, mais je ne le dis pas péjorativement, bien entendu, mais... Non, mais c'est juste, mais en même temps, je comprends la question, c'est-à-dire que ce n'était pas, si je me souviens... ce n'était pas, si je me souviens bien, une femme qui se maquille, par exemple. Elle n'aimait pas ça.
Elle était parfois pulle, tout ça. Elle n'était pas d'une coquetterie exceptionnelle, elle était voilà, simple, mais en même temps, elle avait sa conviction qu'il fallait, en tant que femme, imposer un certain nombre de choses, parce qu'elle y croyait. Et je crois que ce qui l'a beaucoup marqué au début, c'est son rapport à Salonique et à sa famille, donc, et ses amis elle est née à Montpellier. Donc, mais en même temps, c'est quelque chose, quand je parle de l'opéra pour Thérésine, c'est quelque chose de très fort, se dire ma famille a été décimée à Salonique, et ma famille de Salonique a été décimée dans les camps de concentration, etc. Je ne sais pas combien elle avait. C'est le cas. Mais, je ne sais pas. Mais les traces de la Salonique, on les voit que dans les Mers Rouges, on les voit pas dans l'opéra. C'est ça, voilà, et bien elle a mis longtemps. Ouais. Mais en même temps, c'était une des choses qu'il a travaillé. Quand je fais allusion à l'engueulade entre elle, Gatti et Grimbert, c'est parce qu'elle, tout d'un coup, elle pensait à sa famille de Salonique. Donc il y avait, voilà. Mais cela étant on peut dire que par moments, elle pouvait être franchement insupportable, si on peut se permettre d'être péjoratif sur quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Et ça nous amène directement d'ailleurs aux leçons de bonheur. C'est-à-dire que quand nous avons créé Théâtre Ouvert, la structure que nous avons dirigée au service des auteurs d'expression française, justement, nous l'avons créée en 1971, donc après que Lucien a eu cette émission à la radio. Et quand nous avons pris un lieu parisien, après des années de travail, qui était à côté du Moulin Rouge à Paris, la première année, nous avons fait la folie de notre vie, que nous n'avons jamais réitérée d'ailleurs. Toute la première saison était des auteurs qui se mettaient eux-mêmes en scène. Grave erreur. Donc, il y avait Michel Deutsch, il y avait Yves Reynaud, et en dernier, il y avait 3 spectacles cette année-là, chose que nous n'avons plus jamais pu faire non plus d'ailleurs, et le dernier, c'était Leçon de bonheur, monté par Liliane Atlan elle-même. Là, je dois dire que personnellement, j'avais de très gros doutes moi-même, mais les 2 hommes de notre équipe, c'est-à-dire Lucien Atoun et notre directeur technique Ricardo Marquez, avaient une foi absolue dans les capacités de Liliane à monter Leçon de bonheur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, parce qu'elle a fait une belle distribution de gens qu'elle connaissait, et qu'elle aimait bien et qui étaient engagés autour de ce travail. Et il y avait même un scénographe, qui est un décorateur qui a joué avec parce qu'elle a découvert les hologrammes, enfin, etc. Et au bout d'un moment, on aurait dû arrêter et ne pas présenter le spectacle. Parce que ça n'allait plus, ça s'engueulait entre eux et ça n'avançait pas. Et quelques jours avant la première annoncée, Ricardo Marquez, dont je viens de parler, et moi, on s'est partagé la tâche, c'est-à-dire que lui est devenu régisseur, scénographe du spectacle, et moi, metteur en scène, c'est-à-dire qu'on faisait on s'est partagé, et moi j'ai dirigé les comédiens dans les traces qu'il y avait pour qu'ils soient prêts à la première. Mais ils n'étaient pas terriblement prêts à la première. Et là, elle n'a pas compris ce qui nous est arrivé. Je dis nous parce que c'est arrivé à toute l'équipe et on était solidaires. Et ça s'est mal passé, mais enfin, elle s'est ressaisie après. Parce qu'elle partait parfois d'une idée et elle voulait travailler cette idée. C'est assez étonnant, je veux dire. D'ailleurs, monsieur. Oui, elle était un peu obsessionnelle, disons-le. Mais il en faut aussi, il faut bien que les auteurs poursuivent leur sillon envers et contre tout. On ne peut pas dire qu'elle a connu des succès fracassants et qu'elle a... Voilà. Mais c'est-à-dire qu'au départ, elle avait le Seuil qui l'a publié 3 fois, ça avait l'air de déparer pour continuer. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Elle aimait beaucoup Luc d'Augustine, ça me revient. Oui. C'est Luc d'Augustine. C'est Luc d'Augustine qui dirigeait. Qu'il a édité au départ, je me souviens. Oui. Et elle avait foi en lui, non? Oui. Ben, c'est-à-dire qu'elle avait, pour être clair, une conception poétique du théâtre. Voilà.
Et en somme, s'il y a poésie, il y a théâtre. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Il y a des grands poètes qui ont fait aussi du théâtre, mais je veux dire, c'est pas de la poésie qu'on mettait sur le théâtre. Et elle croyait beaucoup à la poésie, au poétique plus exactement, et aussi à une idée politique qui se lisait à travers toute l'histoire qu'elle raconte à ce moment-là. Et à tel point que, par exemple, il y a une chose qu'elle n'a pas réussi à faire, si je me souviens bien, quand je parle de l'opéra de Thérésine, elle voulait un jour que ça fasse comme la Haggadah à Pessah, et Maurice Bénichou était prêt à lire des passages, mais il ne voulait pas lire 7 heures, 8 heures. Et il lui expliquait que d'accord, mais à Pessah, on ne lit pas 7 heures, 8 heures. Et elle ne voulait pas comprendre ça, mais en même temps, elle croyait qu'il arriverait quelque chose, qu'elle arriverait à le convaincre. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Voilà, moi, j'ai dit, je veux bien que vous fassiez, dès qu'il y aura Pessah, le premier soir de Pessah. Voilà. Je crois que la notion de compromis lui était complètement étrangère, et à dire la vérité, elle n'avait pas tort, car tout à coup, je ne sais pourquoi, je pense à un auteur femme qu'on a connu à peu près dans les mêmes périodes et qui avait du talent et qui avait fait tellement de compromis dans sa vie que quand on l'a rencontrée, elle avait tellement retravaillé ses pièces pour faire plaisir à X, à Y, à Z, à tel metteur en scène qui finalement ne l'avait pas monté, que son talent s'était perverti. En tout cas, ce qu'on peut dire de Liliane, c'est qu'elle est toujours restée fidèle à elle-même et à ce qu'elle voulait faire, et que rien n'aurait su la persuader d'en changer. Son problème, c'était, quand elle est allée à Badiachem, ça l'a complètement marqué à jamais, je crois, d'après ce que j'ai compris. Mais en même temps, elle s'est sentie très seule à un moment donné à Paris. Et j'ai l'impression, pardon, on ne coupe pas, mais que la rupture avec Henri, ça a été terriblement difficile pour elle à supporter. Et en même temps, pour revenir à ce que tu disais, le Chine, elle voulait faire face et montrer qu'elle était capable de se défendre toute seule, en quelque sorte. Voilà. Et ça aussi, apparemment, ça n'a rien à voir avec son théâtre, mais je crois que ça a à voir aussi avec son théâtre. Ces deux points. Voilà. Les réactions, vous avez reçu des lettres, ou c'est dans vos archives peut-être, la réaction de son œuvre au fur et à mesure? Sûrement, mais nous n'avons pas d'archives, elles sont à la BNF. Et il y en a là-bas des lettres comme ça? Je pense personnellement que Lucien avait pour habitude de transmettre les lettres, s'il y en avait, aux auteurs, car en général, les auditeurs écrivaient à la radio, puisqu'ils n'avaient pas l'adresse des auteurs, mais quand il y avait des lettres favorables pour les auteurs, je pense pas qu'on ait eu des archives. Je pense que chaque auteur recevait les lettres sur son théâtre. Je crois que ça a été la pratique constante. Oui, ça, donc ce serait dans les papiers de Liliane ou pas. À un certain moment, elle s'appelait, en nous parlant, une écrivain maudite. Ben oui. Oui. Comment est-ce que vous... Parce qu'elle a, je vais dire, comme tout artiste, pour elle, Monsieur Fugue, qui est une des pièces extraordinaires du théâtre contemporain des années 50, 60, 70, enfin tout ce théâtre-là, aurait dû rencontrer plus de monde, un public plus large et l'amener à d'autres. Bon. Elle n'a pas eu beaucoup d'expériences heureuses comme celle avec Roland Monod quand il a créé à Saint-Étienne Monsieur Fugue. D'ailleurs, je pense que l'amitié ou le respect pour Gatti vient aussi de Saint-Étienne, puisque Gatti avait vu son théâtre monter aussi à Saint-Étienne, donc ils ont une famille là, celle des Dasté. Mais je crois qu'elle estimait, à juste titre, me semble-t-il, qu'elle aurait dû rencontrer un public plus large. Je crois, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez qu'elle avait eu 3 pièces publiées par les éditions du Seuil et qu'elle était en droit, enfin que normalement ça aurait dû déboucher. Sans vouloir du tout critiquer les morts, je dois dire que la conception de son éditeur
au Seuil, c'est-à-dire Luc de Goustine, dont nous avons parlé tout à l'heure, était une conception très littéraire. C'est-à-dire que lui, il avait du flair, indiscutablement, mais quand il publiait un auteur, il considérait que son travail était fait, aux autres de prendre le relais. C'était une conception de l'édition. C'est pour ça que quand nous avons créé Théâtre Ouvert, à la fois Théâtre Ouvert chez Stock, l'édition, et Théâtre Ouvert en tant que lieu de spectacle, Lucien a abordé ça d'une manière radicalement différente. C'est-à-dire ce que Lucien voulait faire, et ce que nous avons voulu faire lorsque je l'ai rejoint, c'est de s'occuper entièrement des auteurs. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas d'éditer, il fallait trouver des metteurs en scène, et il fallait porter les projets, il fallait négocier les contrats, il fallait devenir en quelque sorte leur agent. Et ça, c'est une chose que le Seuil ne faisait pas du tout. Le Seuil en était encore à considérer le théâtre comme une branche annexée de la littérature. Et il ne considérait pas du tout, et d'ailleurs c'était comme ça à l'époque, lorsque nous avons commencé, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les auteurs sont venus nous voir et nous ont dit « Lucien, Micheline, il faut que vous vous occupiez de nous ». Parce que les auteurs se sentaient abandonnés, parce que c'est pas parce que vous éditez une pièce que les gens vont les lire et qu'elles vont circuler et que les gens vont les monter. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, et le fait est que peut-être que nous l'aurions édité si elle n'était pas précisément au Seuil avec Luc de Goustine. Et la question ne s'est même pas posée. Mais pour les autres œuvres qui n'avaient pas été éditées au Seuil. Liliane considérait qu'elle était un peu seule, que dans son genre, c'est-à-dire dans sa manière de concevoir le théâtre, à quoi peut servir le théâtre et ce qu'elle voulait raconter. Et elle n'arrivait pas à s'élargir à un cercle d'auteurs plus grand que les 2 ou 3 camarades avec qui elle était. Bon. Et ça ne m'aide pas non plus. Je veux dire, elle était un peu fermée quand même. Voilà. Et voilà, il manquait parfois cette ouverture nécessaire et quand même, pas de concession par exemple. Et elle pensait que la concession c'était un compromis. Et non, pas forcément, mais elle, c'est ça et rien d'autre. Et tant pis, j'attendrai, un jour, on saura qui je suis. Et vous croyez que ça arrivera ? Ben, je crois que c'est difficile pour un auteur de théâtre contemporain s'il n'a pas été joué. On ne sait pas, il y a un cas historique, si ça peut vous rassurer. Enfin, c'est M. Musset, qui pratiquement n'a jamais été joué de son temps, et il n'a même pas vu cette célèbre pièce Lorenzaccio jouée par Sarah Bernard, c'est-à-dire que le rôle masculin était tenu par une grande dame, à telle enseigne que pendant des années, jusqu'aux années 1950, Lorenzaccio était joué par une comédienne. Il a fallu attendre Jean Vilar et Gérard Philippe pour qu'enfin un homme aborde ce rôle tout seul avec voilà. Moi, je pense qu'il aurait fallu exporter ce théâtre aussi vers les États-Unis, où il y a tout de même une forte communauté juive, et là, il aurait pu connaître un retard. C'est pas du tout que je trouve que le théâtre de Liliane soit limité à la communauté juive, mais enfin, je pense qu'il y avait là un milieu porteur et des possibilités, et il aurait fallu s'en occuper. C'est certainement pas elle qui était armée pour s'occuper de prendre des contacts et de promouvoir son théâtre. C'était pas dans sa nature. Mais tu dis ça, mais en même temps, je me rappelle qu'elle avait une amie aux États-Unis. Bettina Knapp. Voilà, et qui n'était pas n'importe qui a essayé de l'aider. Voilà. Mais est-ce qu'on pouvait vraiment aider ? Mais non, c'est ça, c'est ce que je dis, voilà, c'est la vraie question. Et la vraie réponse, c'est bien là. Elle est dans sa solitude et voilà. Le petit lexique de maladies rudimentaires et contemporaines. Il avait été fait sur Radio aussi avec Catherine Zarcat, je crois. Oui, Catherine Zarcat qui était... elle est ma cousine. C'est ça. Mais c'est une conteuse. C'est une conteuse qui était un peu lourdingue, mais voilà, mais qui croyait beaucoup à son talent envahissant. Mais je sais, ça n'a pas aidé beaucoup à mon avis. Moi, je l'ai fait à la radio. Hein. Voilà, on a fait petit lexique rudimentaire et provisoire des maladies nouvelles. Et donc, on a fait 2 émissions, tellement c'était long et intéressant. C'était en 84.
Liliane avait une qualité qui est aussi un défaut, c'est l'enthousiasme. Voilà. Tout d'un coup, elle s'enthousiasmait pour une personne, et là où elle était faible, c'est-à-dire qu'elle ne se rendait pas compte parfois que la personne était en fait en train de la flatter. Voilà. Et donc ça créait des mauvais rapports. Et elle s'abandonnait, elle faisait totalement confiance. Et après, elle se réveillait, elle n'était pas contente, mais c'était trop tard. Voilà. C'est peut-être ça qu'elle appelait auteur maudite, c'est-à-dire qu'elle était finalement désarmée Oui. devant, je pense, devant la malveillance, la méchanceté, les gens intéressés. C'était quelqu'un d'assez pur, enfin, je pense. Comment ça se fait qu'elle n'a jamais atteint la télévision ou, Mais elle faisait peur À qui? aux gens qui avaient des décisions à prendre. Pourquoi? Je veux dire. Mais c'était de l'antisémitisme, à votre avis? Non, pas du tout. Alors c'était quoi? C'était qu'on ne pourrait pas. Non, elle n'a pas été victime de ça. Enfin, je veux dire, sur le plan de la radio ou du théâtre, pas du tout, puisqu'elle avait ouvert un sillon à beaucoup de gens en racontant M. Fugue, par exemple. Non, je crois que c'est parce que c'est ça, et elle était sûre d'elle, et elle ne voulait pas en démordre. Et parfois, en fait, elle se trompait. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Je veux dire, comme Michel a raconté le grand bid qu'on a fait avec le son de bonheur, c'est parce qu'elle disait au comédien, tu vas faire ça et ça, et le comédien dit, on ne peut pas faire ça, on est au théâtre. Et elle dit, mais si, on peut faire ça, etc. Et jusqu'au jour où plus personne n'a voulu avancer. Et il a fallu... Donc ça, je crois qu'elle n'était pas rassurante. C'est pour ça que je dis qu'il faut rencontrer... Mais a-t-elle seulement essayé de prendre des plus, contacts oui. Moi, ce matin, j'ai raconté par hasard à une amie de ma génération assez cultivée qu'on se faisait interviewer sur Liliane Latlan, et je dois avouer qu'elle n'avait aucune idée, elle n'avait jamais entendu parler de ce nom. Est-ce que vraiment Liliane était si connue que ça? Non, Parce que là, vous n'interviewez que des gens qui l'ont connue, et bien connue. Mais est-ce que Liliane avait même franchi un seuil de notoriété? Non. Comme d'une certaine manière Jean-Claude Grimbert l'a fait, ou Gatti l'a fait. Mais dans les cercles du théâtre non plus? Non plus, Pas parce que... tellement. Même dans les cercles du théâtre, je ne crois pas qu'elle soit aussi connue. Et même Monsieur Fugue, ça a été extraordinairement bouleversant. Ça s'est traduit dans Ça 20 s'est joué, pays. oui, Ça a été joué dans Oui, mais c'est beaucoup de une pays. œuvre merveilleuse. Jusqu'à La maintenant. télévision, c'était au théâtre ce soir, c'était le boulevard, c'était Françoise Dorin. Enfin, ne nous racontons quand même pas d'histoire. Et même jusqu'à aujourd'hui, le théâtre dit le divertissement prime à la télévision quand même. On ne peut pas dire que le théâtre de Liliane Soit un soit un théâtre. théâtre de divertissement. Tu voulais, par exemple, parmi les jeunes auteurs qu'on a connus et qu'on a aidé à se faire connaître, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Bernard-Marie Coltès ou Jean-Luc Lagarce, qui sont des auteurs dont on a publié les premières œuvres, ils ne sont pas programmés à la télévision. Mais il a fallu un moment que Chéreau monte, et bon, mais encore, je veux dire, Lagarce a été joué à la Comédie Française, et le président Sarkozy, président de la République, comme il s'est particulièrement ennuyé, il a dit qu'est-ce que c'est que ça, on fait des pièces de théâtre emmerdantes à la Comédie Française, il n'était pas très content, voilà. Mais il a oublié de dire que, sachant qu'il allait vouloir serrer la main aux comédiens, selon la tradition, que la plupart ne voulaient pas lui serrer la main. Donc.